grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da boye bongu se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. La première dame, Dr Malika Issoufou Mahamadou, a offert un déjeuner aux femmes en situation de handicap et aux enfants de la rue du quartier Kwaratagui. À suivre cette cérémonie dans ce journal. Les zones nomades de Ngourti et d'Iferouane désormais ont 2 véhicules ambulances, des véhicules adoptés pour assurer le service public près de ces populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Vous le savez, le chef de l'État a ouvert le 12 mai dernier à Maradi la conférence des cadres de l'administration territoriale sur le thème « Les cadres de l'administration territoriale face à ses missions de développement et de sécurité ». Dans son discours d'ouverture, le président de la République a souligné quelques préoccupations du moment, dont entre autres la nécessité et la redynamisation de l'administration. Plus de précisions dans ce commentaire signé Isidore Banaba. Le cadre de l'administration territoriale face à ses missions de développement et de la sécurité. C'est le thème central de la conférence des cadres de l'administration territoriale ouverte à Maradi le 12 mai dernier par le président de la République. Un thème qui vaut son pesant d'or au vu des défis qui s'imposent actuellement au Niger, dont les autorités veulent relever à travers le programme de la Renaissance. Cette rencontre consiste donc pour le chef de l'exécutif de mobiliser les cadres de commandement du programme de la Renaissance. Il s'agit de leur rappeler la place et le rôle qui doivent être les leurs dans le cadre de la redynamisation de l'administration et surtout dans la lutte contre certains fléaux comme la fraude, la corruption et surtout l'insécurité. Pour le président de la République, tout cadre de commandement doit servir de modèle afin de contribuer à propulser le développement social, économique et culturel. Autrement dit, le cadre administratif au niveau local doit poursuivre à son niveau les efforts déjà entrepris au niveau central, seule condition qui puisse permettre au Niger de relever les multiples défis du moment. Le cadre de commandement de la Renaissance, pour accomplir sa mission de développement et de sécurité, doit être proche et au service du peuple. Il doit faire preuve de patience, d'intégrité, de rigueur, de patriotisme, d'engagement, d'initiative, de courage, de curiosité, d'imagination et d'ouverture d'esprit. Il doit être épris de justice, plein d'humanisme et se départir de toute arrogance ou cruauté vis-à-vis de ses administrés. Le profil du cadre de commandement de la Renaissance est, comme vous venez de le constater, aux antipodes de celui du cadre de commandement de la période coloniale ou de celle des régimes de dictature que l'Afrique a connus par le passé. La question sécuritaire était également au centre de cette rencontre entre le magistrat suprême et les cadres de l'administration territoriale. À ce niveau, les cadres de commandement doivent être des acteurs afin de contribuer à contrer le terrorisme, le crime organisé et surtout les conflits entre éleveurs et agriculteurs et par là même contribuer à la consolidation de la paix et des acquis démocratiques. La lutte menée au niveau central contre la corruption, les détournements des deniers publics, les surfacturations, les fausses factures, la fraude fiscale doit être poursuivie et intensifiée au niveau local. C'est aussi
à cette condition que le cadre de commandement pourra assurer la sécurité de ses administrés et de leurs biens, du chef de quartier, tribu ou village, au gouverneur, en passant par les maires, les chefs traditionnels, de canton ou de groupement, les sultans, les préfets, les présidents des communautés urbaines et des régions. La vigilance doit être de mise dans la recherche des renseignements qui peuvent permettre d'anticiper sur les menaces qui pourraient compromettre la paix. Afin de permettre au cadre de commandement de mener à bien cette mission, la rencontre devrait aboutir sur des propositions et surtout des formations pour une mise en place d'un cadre administratif afin de professionnaliser le secteur pour l'avènement d'une nouvelle gouvernance politique au Niger. Vous l'avez compris, un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Abdou Mahaman. Il est coordinateur de la Ligue nigérienne des consommateurs, LNC. M. Abdou Mahaman, bonsoir. Bonsoir, M. Abdou Mahaman, alors vous êtes sur ce plateau du journal télévisé de Dunia pour parler de la situation de blocage au niveau de l'Assemblée nationale qui persiste et signe. Alors, quel est le commentaire que cela suscite chez vous? Bien, merci Moustapha de l'occasion que vous m'avez donnée pour me prononcer effectivement par rapport à la situation qui prévaut au niveau de l'Assemblée nationale, la deuxième institution de la République. Depuis le 17 avril, si ma mémoire est bonne, il y a une situation inédite au niveau de cette institution de la République. Il s'agit bien effectivement du renouvellement du bureau de cette institution. Et nous sommes d'accord que constitutionnellement, tous les postes à pourvoir doivent l'être effectivement pendant la durée de cette session, c'est-à-dire la deuxième session. Et il s'était avéré qu'il y a jusqu'à présent 2 postes qui manquaient à l'appel. 2 postes effectivement qui revenaient tous les 2 à l'opposition. Politique. Effectivement, vous savez que dès qu'on parle de l'opposition, on sait qu'il est minoritaire. Alors, ce qui est curieux, c'est que effectivement, c'est une minorité, c'est-à-dire l'opposition, qui voulait effectivement poser un dictat au niveau d'une majorité. C'est vrai, le poste revient à l'opposition et c'est à l'opposition effectivement de désigner ou bien de choisir parmi les 30 députés effectivement qui composent l'AREN, un ou plusieurs députés pour que effectivement le soit pourvu à ces postes-là. Bon, c'est vrai, effectivement, il y a beaucoup eu de remue-ménages qui se sont passés au niveau de cette institution. Mais le fait curieux, c'est que tout le monde sait qu'il y a une séparation de pouvoirs qui régissent effectivement les institutions de la 7e République. Et ces politiciens, toujours les mêmes, incapables effectivement de se faire un sursaut pour venir à bout de cette difficulté, puisqu'il revenait à un groupe aujourd'hui de décanter la situation, mais malheureusement il ne le fait pas, compte tenu de certains calculs politiques et politiciens. Mais ils font appel au magistrat suprême pour descendre dans l'arène politique, effectivement, pour décanter la situation. Non. Le président de la République est au-dessus de tout ce qui se passe dans les autres institutions. Vous vous rappelez, il a suffi que M. Bazoum intervienne dans une des interviews pour dire qu'effectivement l'exécutif est rentré dans les missions qui sont dévolues à l'Assemblée nationale. Or, ils oublient que M. Bazoum Mohamed est président d'un parti politique. Mais au lieu de faire cette lecture que c'est le président d'un parti politique qui parle, non, ils ont dit que c'est l'exécutif. Alors, pour dire qu'il y a une immixtion de l'exécutif dans les attributions de législatif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que non, il faut que le président parle. Pourquoi il va parler? Le président de la République a d'autres missions, a d'autres champs à fouetter que ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Ce qui se passe au niveau de l'Assemblée est un problème propre à l'Assemblée nationale. Et il y a des hommes et des femmes appelés à résoudre ce genre de situation. Oui, qu'est-ce que vous pensez du comité qui a été mis en place, du comité des 15? Le comité, pour moi, quel que soit le comité ou bien quelle que soit la forme d'organisation que peuvent avoir certaines structures qui créées pour le besoin de la cause, ils sont presque inutiles. Parce qu'on a vu ce soir,
malgré le comité de 15, effectivement, il n'a pas pu aboutir à une solution. La seule solution revient à un seul groupe de décanter cette situation. Si aujourd'hui, ce groupe-là décide effectivement de faire autre chose que ceux qui ont l'habitude de s'engouffrer dans cette voie, la situation sera décantée d'elle-même. Il n'y a aucun problème qui puisse interpeller le président de la République. Le président de la République est au-dessus de cette mêlée. L'Assemblée nationale, il y a des institutions, il y a des hommes qui sont là pour animer cette structure, pour animer cette institution. Ils n'ont qu'à prendre leur courage en main, y compris le courage politique, puisqu'il s'agit d'un courage politique, d'un sursaut politique. Mais s'il s'engouffre ou bien s'il se place dans une situation de déluge, puisque ce soir j'ai bien entendu le président de cette institution dire que effectivement ce qui peut arriver à l'Assemblée nationale ne va pas toucher seulement et le groupe de l'opposition ou bien le groupe de la majorité. C'est toute l'institution qui va Monsieur Abdou Mohamed, on va justement rester pour parler de l'Assemblée nationale. Aussitôt donc ouvert les travaux en vue bien sûr de la poursuite de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale ont à nouveau été donc suspendus par le président de la dite institution. Une situation qui fait suite à l'échec de la tentative de trouver un compromis au niveau donc de la majorité parlementaire et de l'opposition parlementaire. Le résumé de cette séance plénière de l'Assemblée nationale dans ce commentaire signé Moudi Moussa. Voilà, on me fait signe qu'on ne pourra pas donc suivre cet élément. Le temps justement donc de signaler bien sûr ce déjeuner offert par la première dame, Dr Malika Issoufou Mahamadou, aux femmes en situation de handicap et aux enfants de la rue du quartier Kwaratagi. Objectif est d'accompagner ces personnes vulnérables à célébrer la journée nationale de la femme. Mariam Soumana. Fidèle à son engagement de toujours œuvrer pour l'épanouissement des couches vulnérables, la présidente de la Fondation Tatali Iyali, Dr Malika Issoufou, vient une fois encore s'aimer la joie dans les cœurs de cette frange de la population à travers ce déjeuner qu'elle a offert aux femmes en situation de handicap et aux enfants de la rue. Un geste humanitaire qui permet à ces personnes vulnérables de pouvoir festoyer à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme. Ce qui traduit la volonté de la Fondation Tatali Iyali à accompagner en toutes circonstances ces personnes. À l'occasion de la fête du 13 mai, nous sommes venus partager un repas avec les groupes vulnérables, c'est-à-dire les enfants de la rue, les femmes handicapées, pour réaffirmer notre engagement d'être toujours avec eux. C'est leur dire toujours qu'on est avec eux, il faut qu'ils sachent que nous sommes là pour eux. Nous réaffirmons notre engagement d'être toujours avec eux. Très émus par ce geste hautement salutaire, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de Dr Malika Issoufou pour cette heureuse initiative. Ayo, aimakani, kole aisabu kwani, aisabu, aimakani. Irko dai ma albarkaran ai samu malika se irko dai ma albarkaran irko dai ma no birkanai ai sabu irko dai fonda talgan irma da bogo ma da no amma irman bai gidi a kalun kun uko na iri sabu da kayan uko mu da albarka uko mu ya ga te kayan yin kanta mun shi dadi mun yi murna kuma Allah ya tabbatar da alheri da mun samu kuma yanzu da mai basuwa kuma ya samu kuma mun ji daɗin haka. Awo mun gode. Ces actions de bienfaisance entreprises par la Fondation Tatali Iyali aux côtés de la population nigérienne en général et particulièrement aux couches vulnérables ne laissent pas indifférent la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Je suis très ravie de cette initiative de la Première Dame. Hier, comme vous le savez, c'était la fête de la femme nigérienne. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives de solidarité envers d'autres femmes. Et la Première Dame a pensé aux femmes handicapées. Et quand on dit femmes aussi, on pense aussi aux enfants. Alors, tous les enfants qui sont dans la rue, il fallait que quelqu'un pense à eux. Et ils ont eu la chance que Dr Malika ait eu cette initiative de venir partager un repas avec eux.
il y a plus de 500 plats qui ont été distribués aujourd'hui aux enfants de la rue, des 3 cégipes que nous avons. Ils aient aussi cette joie de fête de leur maman à leur côté. Et non seulement elle les a offerts, mais elle a tenu à manger avec eux. À noter qu'au cours de ce déjeuner, il a été présenté à la première dame 2 jumeaux nés avec des malformations génitales. Instinct de médecin et celui de mère de famille, Dr Malika Issifou, à séance tenante, prise en charge ces cas. Restons dans le cadre de la commémoration de cette journée nationale de la femme avec la présidence de la République qui a offert un déjeuner aux femmes relevant des services rattachés à la présidence. Objectif est de permettre à ces femmes de fêter cette journée symbolique comme toutes les autres sœurs nigériennes. Retrouvons une fois de plus Mariam Soumana. C'est dans la joie et l'allégresse que les femmes travaillant à la présidence et celles relevant des services rattachés à la présidence de la République se sont retrouvées autour de ce mai pour marquer le 23e anniversaire de la Journée nationale de la femme. Un déjeuner offert par la présidence dans le but de permettre à ces femmes de pouvoir se détendre. Occasion saisie par celle-ci pour rappeler tous les efforts consentis par le président de la République dans la promotion de la femme nigérienne. Aujourd'hui au Niger, la femme a beaucoup de chance. Parce qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui reste à l'écoute des femmes. C'est la première fois au Niger qu'on a vu des femmes accéder à des postes très importants. Je vais citer le poste de gouverneur, le poste de directrice de cabinet du Premier ministre, le poste de directrice de cabinet adjointe du président de la République. C'est une première dans l'histoire du Niger. Ce qui veut dire que le président, son Excellence El Hadj Mohamed Issoufou, accorde une importance et une valeur capitale à la femme. Il sait que sans la femme, il n'y a pas de développement. Sans la femme, aucun pays ne peut prétendre à un développement durable. Ces femmes ont tenu à exprimer leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à la femme nigérienne. Elles ont par ailleurs exhorté le président Issifou Mahamadou à persévérer dans ce sens. Moi, ce que je demande aux femmes, c'est que les femmes soient solidaires, qu'elles restent unies entre elles, qu'elles appuient à chaque fois quand il y a une femme qui est candidate à un poste élevé, qu'elle l'appuie, qu'elle soit derrière elle, qu'elle l'encourage et qu'elle soit toujours à côté de leur sœur, qu'elles s'entendent bien, qu'il n'y ait pas de zizanie, qu'on appuie vraiment les femmes, qu'on sait qu'elles sont là pour se battre pour les femmes. Il faut qu'on fasse en sorte qu'elles soient à des postes les plus élevés. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, El Hadj Mohamed Issoufou, je l'encourage à continuer à aider les femmes. Je l'encourage à lutter contre les violences qui sont faites à l'égard des femmes, contre toutes les formes de discrimination faites à l'égard des femmes. Ce déjeuner vient confirmer, si nécessaire, l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République à œuvrer pour le plein épanouissement de la femme nigérienne. Le projet modernisation de l'État et décentralisation au Niger, MEDEN, a fait un don de 2 ambulances à la commune de Ngourti et Iferouane. Les 2 visent à doter les zones nomades en véhicules adoptés pour amener donc le service public près des populations dans le cadre de la mise en œuvre du service public ambulant des zones nomades. Les clés des 2 ambulances ont été réceptionnées par le directeur de cabinet du Premier ministre. C'était donc ce matin lors d'une cérémonie à la primature. Maïkido Jibril pour le compte rendu.
C'est au total 2 ambulances tout-terrain équipées de téléphones satellites destinées aux communes de Ngourti et d'Iférouane à être réceptionnées par la directrice de cabinet du Premier ministre des mains de l'ambassadeur de France au Niger. Ce don est offert par le projet Modernisation de l'État et décentralisation au Niger MEDEN, initié conjointement par le gouvernement nigérien et la coopération française et piloté par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État dans l'optique de doter les zones nomades en véhicules adaptés pour amener le service public près des populations. Projet d'appui à la modernisation de l'État, le projet MEDEN est également un projet d'appui à la décentralisation. À ce titre, il s'est fixé comme objectif d'accompagner ce processus, engagé par le gouvernement du Niger de façon concrète depuis 2004. C'est donc dans ce droit fil que le projet MEDEN prévoit que ces véhicules soient remis aux communes bénéficiaires, qui en assureront la gestion, afin que les autorités municipales soient pleinement responsabilisées dans leur mission auprès de leurs habitants. Ce don cadre avec la mise en œuvre du service public ambulant des zones nomades. 4 autres communes bénéficieront de ce type d'ambulance avec l'appui d'autres partenaires d'ici la fin de l'année 2014. Je puis vous assurer et annoncer solennellement que sur la base du dispositif présenté aujourd'hui, d'autres partenaires, notamment la coopération allemande, à travers la GIZ, l'Union européenne et l'UNICEF, ont déjà manifesté un fort intérêt pour compléter ce dispositif dans 4 communes de notre pays, qui présentent les mêmes caractéristiques, et d'en confier la coordination à notre institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Il s'agit des communes de Tintabaraden, d'Ingal, de Foulatari et de Belbéji. Au nom du peuple et du gouvernement nigérien, je voudrais les remercier vivement et chaleureusement de cette implication et de leur confiance. En réceptionnant les clés des 2 véhicules, la directrice de cabinet du Premier ministre a salué les partenaires pour leur contribution dans la mise en œuvre du service public ambulant dans les zones nomades. Cette cérémonie est pour nous l'occasion idéale pour remercier, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom de son Excellence le Premier ministre, au nom du peuple et du gouvernement nigérien, le peuple français pour le soutien apporté au peuple et au gouvernement nigérien en acceptant de remettre gracieusement à notre disposition les 2 véhicules ici présents destinés à l'expérimentation du service public ambulant dans les communes de Ngourti et Iférouane. Je voudrais remercier l'UNICEF, l'Union européenne, la GIZ qui se sont engagés pour soutenir la mise en œuvre du service public ambulant dans les communes de Ingal, de Tintabaraden, de Foulatari et de Belbéji. La cérémonie a été sanctionnée par un essai de véhicules par le ministre délégué à la décentralisation. Voilà, vous l'avez constaté sans doute de vous-même, ces 2 véhicules ont été réceptionnés donc par la directrice de cabinet du Premier ministre. Cela dit, aussitôt ouvert, je l'annonçais en début de ce journal, les travaux de l'Assemblée nationale en plénière par rapport à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale ont à nouveau été suspendus par le président de la dite institution plutôt. Une situation qui fait suite à l'échec de la tentative de trouver un compromis entre la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire. Le résumé de cette séance plénière avec Moudi Moussa. Encore une fois, la montagne vient d'accoucher d'une souris. C'est du moins ce que l'on puisse dire après l'échec de la tentative de parvenir à un compromis par les 15 membres désignés du comité paritaire dans la situation de blocage qui perdure depuis le début du processus de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi, après moult rencontres et tractations infructueuses entreprises ça et là, la situation au sein de l'hémicycle n'évoluera d'un iota, donnant ainsi l'occasion au président de la dite institution de procéder à nouveau à la suspension de la séance quelques minutes à peine après son ouverture. Ce matin, le comité s'est réuni à 15 et malheureusement abouti à un constat d'échec. Le procès verbal intégral a été élaboré. Nous l'avons examiné entre 11h et 15h. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'est pas prêt pour être présenté. Et à l'unanimité des membres présents, nous avons demandé qu'un compte rendu élaboré puisse être préparé pour demain.
Une situation de blocage dont certains parlementaires de la majorité rejettent la responsabilité sur le président de l'Assemblée nationale et le groupe de députés regroupés au sein de l'ARN qu'ils accusent notamment de vouloir mettre le bâton dans les roues de l'exécutif. Quelqu'un qui soutient l'action du gouvernement, mais il ne peut pas, en tout cas, trouver plaisir à faire tirer ce que nous sommes en train de faire là. Aujourd'hui, ça fait presque 4 semaines. Depuis le 17 mai, on n'a pas trouvé de solution. Vous savez bien que nous, ça ne nous arrange pas. Parce que le gouvernement a nous envoyé des projets de loi, de ratification, pour faire avancer le pays. Donc, on peut, d'office même, logiquement, ça ne peut pas être nous. Le blocage vient de l'opposition et de l'opposition de l'ARN, parti radical. Ils sont soutenus en cela par le président de l'Assemblée lui-même. Parce que à chaque moment, il se range du côté de l'opposition. Et c'est pour cette raison-là que nous avons introduit une requête. Une requête pour dire qu'il ne respecte plus la neutralité. Le président de l'Assemblée nationale doit être neutre et un arbitre. En attendant une issue heureuse à cette situation de blocage qui n'a que trop duré, le président de l'Assemblée nationale a reconvoqué dès demain la suite des travaux à l'hémicycle avec l'espoir cette fois-ci que les deux camps, c'est-à-dire opposition et majorité, trouveront une solution politique mais aussi juridique à cette question pour laquelle les activités de cette auguste institution tournent encore au ralenti. Voilà, revenons cette fois-ci avec notre invité sur ce plateau. Il s'agit de Abdou Mahaman, coordinateur donc, de la Ligue nigérienne des consommateurs. Alors Abdou, on revient par rapport justement à l'Assemblée nationale. Alors, quelle lecture faites-vous justement de l'attitude des députés de l'opposition, ou je dirais de l'opposition politique parlementaire? Oui, vous l'avez si bien constaté qu'effectivement, le problème est quelque part au niveau de l'opposition et l'opposition regroupée au sein de l'ARN. En somme, on ne va pas faire une lecture du groupe parlementaire de l'ARN, mais vous n'avez pas pu passer l'intervention du président de ce groupe parlementaire. Moi, je l'ai entendu à la radio, où il disait qu'effectivement, il reste convaincu que la majorité ne va pas les imposer notre candidat. Et il a brandi un papier qui dit qu'effectivement, lors de l'autre reprise, effectivement, il y a un candidat qui avait déposé sa candidature. L'essentiel, c'est qu'il faut retenir de l'intervention du président du groupe de l'ARN, c'est qu'effectivement, quel que soit le nombre de conciliabules qui seront organisés, ils ne sont pas prêts à lâcher prise, c'est-à-dire ils ne sont pas prêts à lâcher leur candidat. Or, ce candidat-là, il est issu d'une minorité, même à l'intérieur de ce groupe parlementaire. Vous voyez, il y a des dissidents au niveau de ce groupe parlementaire. Mais aujourd'hui, le débat que l'opposition ne voulait pas faire à l'intérieur de ce groupe parlementaire, c'est qu'il y a un groupe de 17 et il y a un groupe de 13. Aujourd'hui, quand il y a élection, ils disent qu'ils sont 30. N'est-ce pas? Et quand il s'agit maintenant de faire une proposition, ils n'appellent pas les autres députés qui soutiennent l'action du président pour les associer à leur prise de décision. Ce qui veut dire qu'il y a un faux là-dedans. C'est quand il y a effectivement qu'ils veulent avoir des postes, qu'ils se prévalent. Sinon, si on part dans cette hypothèse qu'ils sont 17 et que de l'autre là ils sont 13, ils ne méritent même pas le poste de deuxième vice-président, puisque matériellement ils sont 17 ou bien 16 au niveau de ce groupe. Et que la deuxième vice-présidence doit revenir au groupe le plus élevé, c'est-à-dire le groupe de Modèle Oumara. Mais il ne faut pas ce débat. L'essentiel, c'est qu'il faut retenir ce que moi je suis sûr et je suis convaincu, même demain, il n'y aura pas une solution par rapport à cette guerre au niveau de l'ARN, puisque le président de l'ARN l'avait dit effectivement qu'ils sont toujours et ils maintiennent leur position. D'autre part, je vais revenir effectivement sur ceux qui appellent de pied ferme le président à revenir pour dire un mot par rapport à cela. Le président de la République a repris une phrase célèbre du président Obama où il disait qu'effectivement l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts mais des institutions fortes. Alors, le président de la République s'était plongé et s'était mis dans cette logique qu'il faut avoir des institutions fortes capables effectivement de prendre en charge toutes les questions effectivement de la nation.
Et effectivement, si ici le président doit descendre pour dire, qu'est-ce qu'il va dire effectivement à cette institution? Voilà, on va passer cette fois-ci, Abdou Mahamana, à un autre sujet, je dirais, d'actualité. C'est bien sûr le chemin de fer qui verra le jour le 18 décembre, puisque le président de la République, en tout cas, l'a annoncé qu'il ira par les rails à Dosso pour la fête du 18 décembre. Tout à fait. Voilà un dossier, voilà un projet vieux de plus de 80 ans. Tous les hommes politiques, tous les gouvernements qui se sont succédés, chacun a émis le souhait de faire cette réalisation. Il a fallu 80 ans pour que, effectivement, dans le programme de la Renaissance, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, reprend ce projet-là. Et aujourd'hui, les choses promises, choses faites. Le chemin de fer est une réalité. Les rentrées dans les mœurs, effectivement, des Nigériens. Un mois après le lancement, avant-hier, le président de la République était sur le chantier. Il a constaté de visu l'évolution de ces travaux. Et tout le monde, tous les Nigériens, tous les citoyens sont convaincus qu'effectivement, auparavant, l'opposition disait que c'est une chimère. C'est un fait d'annonce. Maintenant que ça se matérialise, j'ai appris hier un opposant qui disait que lorsqu'on a vu un chemin de fer traverser un goudron. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Est-ce que l'opposition suppose un jeu de jeunes filles? Est-ce que l'opposition suppose un jeu d'enfants? Il disait, à langue, moi je l'ai écouté à langue, dire que lorsqu'on a vu un chemin de fer traverser un goudron, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant qu'ils ont vu qu'effectivement le chemin de fer est là, est une réalité, et que les Nigériens commencent à le toucher. Pourquoi? Parce que si vous faites le tour au niveau de sur le chantier, vous allez voir des Nigériens qui viennent contempler, qui touchent. Voilà. Quelque chose qu'ils aperçoivent à la télévision ou qu'ils perçoivent dans monsieur Abdou Mahamana, pays, le voient matérialisé chez eux, mais des Nigériens, parce qu'ils sont dans l'opposition, ils dénient. Voilà, monsieur Abdou Mahamana, merci pour toutes ces précisions. Heureusement que tous les chantiers de la Renaissance sont des chantiers physiques, matériels qu'on peut toucher. Voilà. Ce n'est pas une vie de l'air ou un effet d'annonce. Il y a chemin de fer, ça se voit. Il y a échangeurs, on le voit. Il y a des classes, on les touche. Voilà. Merci à monsieur Abdou Mahamana. Je le rappelle, il est coordinateur de la Ligue nigérienne des consommateurs. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour toutes ces précisions. Cela dit, suite à une conférence de presse animée le lundi passé par le député Nassirou Halidou relativement à la gestion des finances publiques qu'il qualifie de mafieuse, notamment de prêt Exim Bank et le prêt congolais, le ministre des Finances Gilles Bailly a tenu hier après-midi un point de presse à travers lequel il a apporté des précisions. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse. Qu'est-ce que l'honorable député a dit dans sa déclaration que j'ai en face, le point de presse qu'il a fait? Je vais souligner les points qui me paraissent importants. Toujours, j'ai dit en fait ce qui me concerne. Il commence d'abord par parler de gestion mafieuse des affaires de l'État et en se référant auprès différents prêts contractés par l'État, dont le prêt Exim Bank de 1 milliard de dollars et entre autres le prêt congolais que moi-même j'ai négocié et signé. Et ensuite, dire que sa démarche consiste, n'est-ce pas, à soulever une supercherie qui consiste à dilapider les ressources publiques qui prennent des décisions révoltantes alors qu'on accumule des dettes pour financer des projets qui ont la particularité de générer de très fortes commissions. Par rapport au prêt congolais, je voudrais dire que ça fait 2 ans que je le négocie. On est arrivé à une conclusion, en tout cas, où c'est un prêt qui est accordé sur une durée de 10 ans, donc 2 ans de différé à 4% d'intérêt. Le 2 avril, nous avons fait une opération emprunt obligataire ici, au Niger. Le taux d'intérêt qui nous a été accordé était de 4,9%, sur une durée de 6 à 7 ans. Pourquoi on a traîné autant pour finaliser ce prêt congolais? C'est qu'au départ, les conditions qui avaient été proposées n'étaient ni concessionnelles,
ni acceptable. Donc c'est pour cela que les négociations ont duré, pour que nous obtenions finalement que ce prêt soit libellé en francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, c'est comme si c'est du CFA que j'empruntais auprès d'une banque de la place, au taux de 4% sur 10 ans. Donc, ensuite, il parle d'accumulation de la dette. Je dirais qu'au pire, notre taux d'endettement se situe aux alentours de 25%. Je dis bien au pire. Il doit en être même en deçà. Alors que nous avons une marge de 70% du PIB. Donc 25% et 70%, on voit est-ce que le Niger est endetté? Je ne pense pas qu'on puisse le dire. Et puis à suivre d'ailleurs en intégralité ce point de presse animé par le ministre des Finances Gilles Pailly. Cela dit, l'ambassadeur de France au Niger a visité ce matin les locaux de la maison de la presse. Objectif de cette visite, s'enquérir de l'état de fonctionnement de cette maison des journalistes. Le compte rendu avec Hima Seydou. Cette rencontre entre l'ambassadeur de France au Niger et les membres de la maison de la presse a pour but de faire mieux connaître la dite institution. Ainsi, après une présentation sommaire de la maison de la presse par son président, l'ambassadeur de France au Niger, tout en citant l'objectif de sa visite, a aussi salué l'état de la liberté de la presse au Niger. L'objectif de ma visite, c'était tout simplement de faire connaissance avec une institution, la Maison de la Presse, qui est une association indépendante et qui joue un rôle important dans l'organisation des métiers de la presse au Niger. Comme je l'ai précisé tout à l'heure au président de la Maison de la Presse, j'ai pu constater depuis 2 mois que je suis ici que la presse et les médias nigériens sont extrêmement variés, extrêmement riches, qu'il y a une vraie liberté de la presse dans ce pays. Ça, je crois que c'est vraiment un acquis de la démocratisation depuis 90-91 et c'est un acquis qu'il faut absolument que vous préserviez. Alors, il y a aussi effectivement parfois des petits problèmes de qualité des contenus, c'est évident. Donc il y a des efforts à faire de ce côté-là, tant pour la presse écrite que pour la presse audiovisuelle. Mais globalement, je pense quand même que le paysage que l'on peut dresser de la presse ici est tout à fait positif. Il y a sans doute aussi peut-être quelques progrès à faire au niveau des statuts des journalistes, au niveau du modèle économique de la presse, puisqu'on peut penser que les insuffisances de ce modèle peuvent expliquer quelques faiblesses de certains médias. Mais par rapport à d'autres pays où j'ai pu servir, notamment il y a quelques années déjà sur ce continent, je peux dire que la presse nigérienne est incontestablement libre et variée, ce qui est une très très bonne chose. La maison de la presse est un cadre conçu pour les hommes de médias pour échanger et discuter entre eux afin de bien mener les missions à elles assignées. Cérémonie d'ouverture ce matin à l'hôtel Homeland d'une table ronde des acteurs chaîne des valeurs agricoles au Niger, organisée par Oxfam. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange entre les acteurs intervenant dans le domaine. Halimatou Abdou pour le compte rendu. Créer un cadre d'échange et de synergie entre acteurs œuvrant sur le développement des chaînes de valeur agricoles au Niger, c'est l'objectif visé à travers cette table ronde initiée par Oxfam. Une rencontre qui a regroupé les associations de développement, les services de l'État, les ONG et autres acteurs du secteur privé, des institutions financières et de microfinance. La table ronde a été organisée par le réseau AgriProFocus, qui est un réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole, et Oxfam assure le leadership de ce réseau au Niger. Donc l'objectif de l'organisation de cette table ronde, comme je le disais tantôt, c'est d'amener les supporters des chaînes, les acteurs qui sont sur les chaînes, sur différents maillons de la chaîne, d'échanger pour qu'il y ait plus de synergie dans les actions. Parce qu'on a remarqué que les partenaires sont dispersés dans la mise en œuvre de leurs activités, alors que le fait de venir ensemble, de savoir qui fait quoi et où, aiderait vraiment à capitaliser les expériences des uns et des autres afin de mieux faire et de partir de l'avant. Une rencontre qui permettra d'analyser les questions et comprendre qu'elle constitue la trame de l'intégration du petit agriculteur à une économie moderne et mondiale, selon le manager de Oxfam. Là, il y a beaucoup de questions autour des chaînes de valeur. Et je pense que
c'est une occasion aujourd'hui pour nous tous de tenter, si possible, de trouver des réponses à ces questions. Le plus grand souci aujourd'hui pour le Niger, c'est surtout d'assurer sa propre sécurité alimentaire. Et ça passe nécessairement par une autre façon de voir l'agriculture de manière générale. Des crises alimentaires récurrentes, bien de pratiques agricoles pas tout à fait adaptées ou dépassées par la réalité du terrain. Il y a plein de questions qu'on se pose aujourd'hui, mais cette rencontre, nous l'avons bien voulu parce que tout simplement, on voulait encore savoir plus sur ces questions de chaîne de valeur, agricole surtout, parce que là, ça fait appel non seulement aux questions de production, aux questions de moyens de production, aux questions de revenus, aux questions de capacités, mais surtout aux questions d'opportunités pour les producteurs. Les propositions et les recommandations qui seront issues de cette table ronde qui va durer une journée permettront d'aboutir à une idée de projet pour une meilleure synergie des actions dans ce domaine. Le programme alimentaire mondial PAM a organisé depuis hier à Maradi un atelier sur les questions liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. D'autres précisions avec notre correspondant sur place depuis Maradi, Alzouma Seynissoum est là. Les questions liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire sont au centre de cet atelier de formation à l'endroit des responsables des cantines scolaires, des gestionnaires et coordinateurs initié à Maradi par le programme alimentaire mondial PAM. En initiant le présent atelier, le PAM s'inscrit dans cette logique d'assurer aux enfants de la région une éducation de qualité dans un environnement propice qui allie la question de l'alimentation à celle de la santé et donne la preuve, une fois de plus, de sa ferme volonté à soutenir la politique éducative du Niger en général et celle de la région de Maradi en particulier. Pour le PAM, les objectifs de l'atelier sont clairs. Ils visent à renforcer les capacités et améliorer les cadres d'études des élèves. En invitant tous les gestionnaires de cantines, le coordonnateur de cantines, à cet atelier de formation sur l'hygiène et assainissement dans les milieux scolaires, l'objectif est de renforcer les capacités de ces gestionnaires et coordonnateurs des écoles à cantine, de leurs connaissances pratiques sur l'eau, hygiène et assainissement. Donc que maintenant, nous voulons faire de cette activité une activité à part entière dans la mise en œuvre de notre programme d'alimentation scolaire. Donc en termes de perspective, nous voulons avoir un plan d'action dans ce domaine spécifique que nous efforçons vraiment de mettre en œuvre avec les partenaires stratégiques. Donc nous comptons vraiment faire un plan d'action et essayer de toucher, de mettre concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les bonnes pratiques. Les raisons de l'intégration de la thématique d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans le programme du PAM sont soulignées par le formateur. Le PAM a sollicité effectivement qu'il va intégrer la nouvelle dynamique eau, hygiène, assainissement en milieu scolaire parce que cette thématique permet effectivement d'améliorer la qualité sanitaire des enfants et des résultats scolaires au niveau effectivement de ces écoles-là. Et nous pensons que par extension de leur famille, et également ça va éviter l'incidence des maladies et sur en tout cas la vie sanitaire des enfants. Le PAM, en organisant cette formation, va répondre déjà à l'agenda post-2015 parce qu'à l'agenda post-2015, on veut que l'eau soit disponible dans toutes les écoles, l'eau soit disponible dans toutes les formations sanitaires et qu'elle soit disponible également pour tout le monde. Donc je pense que cette formation, c'est vraiment un appui de PAM à l'État du Niger et comme le fait d'autres partenaires dans le secteur eau, hygiène et assainissement. Cet atelier de formation aura certainement un impact positif sur les questions liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les écoles de la région de Maradi.
Restons dans la région de Maradi, cette fois-ci avec la mission de sensibilisation de l'ANAB sur le critère d'attribution des bourses qui se poursuit à l'intérieur du pays. Cette semaine, c'est la région de Maradi qui a reçu cette mission. Retrouvons Alzouma Seyni Soumela. Entamé sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la mission de sensibilisation et d'information des élèves candidats au bac et étudiants de l'Agence nigérienne des allocations et des bourses ANAB a séjourné dans la ville de Maradi. À cette étape de la capitale économique, les deux émissaires de l'ANAB ont sillonné les établissements secondaires et rencontré les étudiants à l'université de Maradi. Alors l'objectif est de sensibiliser justement les candidats au bac sur les opportunités, n'est-ce pas, de bourse nationale et de coopération, ainsi que les modalités et les critères d'attribution. Par exemple, les critères généraux, n'est-ce pas? Il faut avoir le bac, il faut une nationalité nigérienne. Quand on est candidat officiel, il faut être âgé de 23 ans. Quand on est un candidat libre, il faut avoir 24 ans et justifier des moyennes appropriées à sa série. Au niveau des universités, il s'agit également de les sensibiliser par rapport à différentes offres que nous les offrons, telles que l'attribution ou les critères d'attribution de bourse du second cycle, de l'O3, aussi bien passé en 3e année qu'en 5e, 6e et 7e année de médecine, de la composition des dossiers et de leur étude, également du dépôt de dossiers, des inscriptions, car je précise que l'ANAB n'inscrit pas, l'ANAB n'oriente pas. C'est à l'étudiant lui-même de chercher son inscription et de déposer cela au niveau de l'ANAB. Mais aussi le renouvellement. Le renouvellement parce que la bourse, elle est annuelle. Par conséquent, pour la renouveler, l'étudiant est obligé de poser ses résultats académiques. Et enfin, parler de l'aide sociale. L'attribution de cette bourse concerne également les personnes handicapées, une manière pour l'ANAB d'apporter son soutien aux jeunes bacheliers handicapés dans leurs études supérieures. Donc, lorsque le candidat handicapé a une attestation d'expertise médicale, il suffit seulement d'admettre au bac, que ce soit au premier groupe ou au second groupe, l'handicapé a droit à la bourse. L'handicapé candidat officiel, jusqu'à 25 ans, peut prétendre avoir la bourse. Une mission de l'ANAB souhaitée plus tôt par le représentant de la direction régionale de l'enseignement secondaire. Donc moi je dirais que si cette mission, au lieu de venir à la fin de l'année, si elle peut être en contact avec ces élèves-là vers janvier, février, vraiment cela permettra à ces élèves-là d'être beaucoup plus consciencieux, de mieux travailler pour obtenir ce bac. Cette mission de l'ANAB a permis aux élèves et étudiants de comprendre les critères sélectifs de l'ANAB pour l'attribution des bourses nationales et les bourses de coopération. L'opérateur global de téléphonie mobile Orange Niger a procédé hier à une remise de cadeaux, la première tranche du grand jeu anniversaire. À cette occasion, plusieurs lots ont été remis à la clientèle. Isdor Banaba pour le compte-rendu. Fait d'une pierre deux coups. C'est ce que veut faire l'opérateur global de téléphonie mobile Orange Niger à travers le grand jeu anniversaire. Ce jeu permet à Orange de dire merci à ses clients pour la confiance et la fidélité, mais lui permet aussi de fêter avec brio son 6e anniversaire. Pour la première tranche de cette opportunité offerte aux abonnés, ils étaient nombreux à bénéficier de la générosité d'Orange Niger. L'agréable, c'est quand vous avez la satisfaction d'avoir réalisé toutes vos activités normalement comme vous le faites. Orange encore vous récompense. Je suis très content effectivement de ces cadeaux que nous font Orange. J'invite les abonnés Orange à participer massivement au jeu. Oui, je les invite massivement. C'est vraiment un jeu bien. Je les invite à participer massivement. J'ai participé au quiz. À travers un mécanisme simple, pratique et fiable, tous les clients d'Orange peuvent être bénéficiaires, puisqu'il s'agit d'eux.
Pour participer à ce jeu, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de faire une souscription particulière. Tout le monde peut y accéder. Il vous suffit de souscrire à nos offres voix ou à nos offres Internet mobile au dièse 225 dièse, où vous pouvez acheter votre ticket de bus Rimbo avec notre service Orange Money au dièse 144 dièse. Et pour avoir plus de points, accumuler vos points, vous pouvez jouer à notre jeu quiz en envoyant ONI au 115 115. Initié pour récompenser sa clientèle, ce grand jeu anniversaire rentre aussi dans le cadre des activités sociétales d'Orange Niger. Ce grand jeu, il consacre les 6 ans d'Orange au Niger, qui est une entreprise citoyenne au service des clients et dont l'objectif est d'améliorer au quotidien la vie de ses clients, de leur apporter toujours un plus. Donc c'est pourquoi nous avons organisé ce grand jeu anniversaire qui s'étalera sur 6 semaines jusqu'au 15 juin 2014. 6 semaines durant, Orange Niger distribuera environ 1000 cadeaux par semaine à ses clients.